Donc voilà, donc il y a 5 recueils qu'il a fait lui-même, ceux qui sont ici, là, qui représentent à peu près une cinquantaine d'articles et de comptes rendus sur une centaine qu'il a organisé en 14 recueils, sur un ensemble de 500 articles environ et comptes rendus, dont je pense les plus importants de ces articles et comptes rendus. Ensuite, là, j'ai amené des lettres de quelques personnalités avec qui il échangeait assez fréquemment, donc des personnalités connues comme Bourdieu, Ricoeur, Vernant, Latroyère, Jean Val, et bien d'autres, Gabriel Marcel, Lucien Goldman, vous voyez, mais il y a aussi Boileau d'Arcejac et bien d'autres, parce qu'il écrit sur le roman policier, voilà. Des échanges aussi nombreux avec des auteurs britanniques, Ryle, Price, Poe, Bracken et bien d'autres, donc beaucoup avec Price, et notamment avant-guerre, il y a énormément de lettres qui, je pense, pourraient intéresser les spécialistes. Là, j'ai amené aussi une conférence sur les... Il a fait 120 conférences, donc sur autant de sujets différents. Donc là, c'est des notes, hein, mais c'est des notes parfois assez faciles à... Le texte n'est pas écrit en entier, mais parfois oui. Donc là, celui-là, il est pas mal écrit en entier, donc on trouve la conférence entière. Donc avec des invitations, puisque ces conférences ont été faites sur 30 ans à peu près dans une quinzaine de pays en Europe. Donc il partait, il n'était pas souvent à la maison, donc il partait des fois une semaine, des fois 15 jours. Donc c'était pas que dans une ville, mais il faisait une tournée de villes dans les différents pays européens, parfois 5, 10 villes, 15 villes. Donc là, c'est un certain nombre d'invitations dans ces pays à ces conférences. J'ai rajouté 2 articles sur lui en tant que critique du monde pour la littérature policière, puisqu'il a été critique du monde pour la littérature policière pendant 4 ans. Mais, donc voilà, donc ça c'est des articles qu'il accueille. Et puis une première page ou une page entière du Monde où il écrit sur le roman policier. Je vais vite hein, parce que comme ça vous pourrez regarder ensuite. Donc ensuite, ça c'est sur la période 1933-1939, ça peut intéresser, je pense, les spécialistes, mais il a pris des notes quand il participait au cercle, notamment de Gabriel Marcel ou d'Esprit, de la vie intellectuelle, avec Médieu. Et donc là, c'est des notes chez Gabriel Marcel, où on voit, il prend les discussions qu'il y a par exemple entre Gabriel Marcel, Ricoeur lui-même et quelques autres, donc il note les noms et ce qu'ils disent, etc. Alors c'était des conférences qu'il préparait avec Gabriel Marcel, donc il n'était pas simplement intervenant. À la Bibliothèque nationale, il y a donc la correspondance inverse, donc ce qu'il envoyait Gabriel Marcel, et on voit qu'ils préparaient ensemble ces rencontres. Donc là, il a pas mal. Hein, alors parfois c'est mal écrit, c'est écrit au bord d'une table, mais on comprend. Donc avec les thèmes et les sujets abordés ces jours-là. Et puis bon, j'ai rajouté une conférence qu'il a fait à Esprit pour compléter sur la même ambiance, sur la même époque, et enfin un exposé d'étudiants à la Sorbonne dans le cours de Lalande sur la conception synthétique des mathématiques en 1933. C'était une période très intense d'activité pour lui. Frédéric l'a dit l'autre jour, participé à 3 cercles importants, à 4 revues importantes. Donc je pense qu'il était, plus il étudiait, il a écrit la compréhension d'autrui dont a parlé Valérie hier ou avant-hier. Et donc il y a beaucoup de notes. De notes de lecture, de notes de cours à la Sorbonne, mais de notes de lecture qui sont presque des petits cours, parce que c'est pas simplement quelques petites notes comme ça, quand il prend un livre et il explique la pensée de l'auteur, et ça pourrait être presque une conférence ou quasiment un livre. Donc il y a un volume assez important dans ses archives sur cette période-là. Alors ensuite, une autre période qui a été importante et qui est importante dans ses archives, c'était la guerre. Alors, il y a le livre dont a parlé Anne ce matin sur l'activité théâtrale, mais il raconte aussi ses combats qui l'ont beaucoup marqué, puisqu'il a failli être fusillé à la suite d'un combat où ses soldats sont morts, et des amis. Alors, j'avais mis sur ses amis
Donc c'était un corps franc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'était donc des volontaires engagés contre le nazisme. Ils avaient une certaine liberté de manœuvre par rapport à l'armée. Et donc un de ces soldats, lui il était sous-lieutenant, donc c'était son adjudant, c'était un général de l'armée républicaine espagnole qui s'appelle Tetes, et qui est un héros en Espagne, c'est un héros du combat de la République espagnole qui a sauvé Madrid pendant un certain temps, et qui se retrouvait adjudant sous ses ordres, et qui est mort en Alsace en défendant un petit village avec d'autres soldats avec lui, et là où il a failli être fusillé. Il était sauvé in extremis par l'arrivée d'un général bavarois anti-SS et anti-prussien, etc. Donc, et qui non seulement l'a sauvé, mais lui a fait rendre les honneurs par l'armée allemande pour le courage dans son combat. Et ensuite, mon père lui a fait rendre hommage au général républicain espagnol. Donc c'était assez, je pense, rare d'avoir la Wehrmacht qui rendait hommage à un républicain espagnol. Donc c'était quelque chose qui l'a beaucoup marqué, dont il parlait beaucoup de l'université, des camps, ensuite du théâtre, bien sûr, mais aussi toute l'activité intellectuelle. Alors cette activité intellectuelle, il y a, dans ces archives, elle prenne une part très importante, mais sous forme manuscrite et en pâte de mouche, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de papier. Et notamment, là, j'ai amené je ne sais pas comment je vais faire ça, des débuts de sa thèse, l'existence d'autrui, avant qu'il ait lu L'être et le néant de Sartre. Donc, je pense que les spécialistes sont intéressés de comparer ce qu'il disait lui avant L'être et le néant, et puis comparer aussi à sa propre thèse ensuite, qui était certainement très différente de ce qu'il a écrit là. Alors, il y a des choses qui sont presque finies et d'autres qui sont un peu élaborées, mais il y a six volumes comme ça, de notes de pâte de mouche, qui sont, on voit, écrites soigneusement quand même. Il essaye de rendre ça lisible pour d'autres. C'est pas simplement pour lui, c'est pas simplement des notes de travail pour lui, mais on voit que c'est presque fini. Voilà. Donc ensuite, il a lu donc L'être et le néant. Donc en 1944, il l'a lu en 1944 en camp. Et ça a pas mal bouleversé, je pense, sa vie, son rapport avec Sartre. Et il était très proche de Sartre, pas simplement parce qu'il avait été élève de lui au Havre, mais ils avaient une histoire amoureuse croisée, si on peut dire, entre Simone de Beauvoir et lui, avec les deux enfants d'une même famille. C'est une histoire riche en rebondissements, où il était un peu la caution morale auprès d'une famille très religieuse, du couple Beauvoir-Sartre, qui était un peu... Voilà. Et donc, L'être et le néant a pu le bousculer quand même pas mal, parce que c'est paru quand lui il était en camp et quand Sartre était libre, alors que lui il était pacifiste à l'origine, mon père. Donc il ne voulait pas vraiment faire la guerre. Je ne sais pas s'il avait les moyens d'échapper à la guerre, au service militaire, mais il y pensait. Et donc il ne savait pas trop quoi faire. Il a demandé à Sartre qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Et Sartre lui a dit, il faut que tu fasses ton devoir, il faut que tu t'engages. Donc il a eu le sentiment que c'était un peu fait avoir. Je ne pensais pas comme ça, hein, mais je pense que ça lui faisait quelque chose. Donc là, il y a 5 lettres de lui. Il a 500 lettres de lui-même que ses parents ont conservées. Donc c'est des lettres à format militaire. Hein, c'est ce qu'on pouvait écrire depuis les camps. Donc c'est pas grand-chose, mais enfin il y en a quand même près de 500. Et donc là, il y en a 5 où il parle de L'être et le néant. Et de ce que ça lui a fait, ce qu'a raconté Frédéric. Oui, il y a 300 pages qu'il peut jeter à la poubelle, mais ce sont ces pages-là, donc il les a pas jetées à la poubelle. Donc voilà, donc là il y a aussi une photo de lui avec Sartre en 1931 au lycée du Havre, donc sur la guerre. Et donc ça c'est aussi un texte inédit qui s'appelle L'existence d'autrui et langage, qu'il avait classé, il avait fait des... C'était un peu le bordel dans ses archives, il avait une grande armoire où était mélangé. Mais il y avait quand même un étage sur la guerre, donc c'était inédit, il y en a d'autres. Hein. Il l'avait mis dans ses classeurs de guerre. Ceci dit, alors, la plupart des références sont d'avant 1945, mais il y en a une ou deux qui datent d'après, enfin une 1946 et une 1951, je crois, donc qui témoignent que peut-être il a corrigé ensuite, rajouté quelque chose ensuite, etc. Et là, c'est très anti-Sartre, hein, les notes. Voilà, donc c'est des notes sur la conception de Sartre.
pas Sartre personnellement, sur ses idées. J'en suis. Donc ensuite, donc là, il y a eu pas mal de volumes, donc je pense aux archives sur cette période-là, et plus difficilement lisible. Ensuite, il a certainement voulu continuer la communauté intellectuelle qu'il avait connue en 1933-1939, puis ensuite en camp de prisonnier avec l'université des camps. Il n'avait peut-être pas trop envie, après tout ce qu'il avait vécu, de revenir à Paris. Il avait d'abord, quand il avait fait son service militaire, il était chasseur à lapin, il avait été envoyé dans le sud de la France pour garder les camps de prisonniers républicains espagnols. Donc il était officier de ravitaillement, il alimentait les soldats qui gardaient les camps, mais il avait eu le contact, donc, qui était ces républicains espagnols, donc il avait assisté à une révolte de ces prisonniers républicains espagnols dans les camps français. Et ensuite, il avait retrouvé donc, un de ces officiers de l'armée républicaine espagnole dans ses propres troupes, comme d'autres volontaires qui avaient un esprit assez libre. Donc il avait vécu ça. Il avait vécu les camps de prisonniers de l'autre côté, puisqu'ensuite, d'abord il était gardien, ensuite il était prisonnier. Avec l'intermède, il a failli être exécuté, puis sauvé par un Allemand. Donc il donnait une vision peut-être différente du bloc allemand, c'est pas tous les nazis, mais il y avait toutes sortes d'Allemands ou d'Autrichiens. Donc quand il sort de ce moment-là, après aussi les Trévignans, je pense qu'il n'a pas trop envie de retrouver la vie parisienne qu'il avait connue avant-guerre. Il y va à une réunion une fois de Gabriel Marcel, et puis après il arrête. Peut-être il a tenté peut-être un petit peu, mais il va à Toulouse, hein, Meyerson l'appelle à Toulouse, il passe 6 mois à Toulouse, il fait sa psychologie de l'enfant. Ensuite, il est au CNRS, donc il va à Combloux, dans les Alpes, où il est isolé dans un tout petit village. Voilà, et donc, bon, la vie parisienne, ça ne lui plaît pas, mais en même temps, je pense qu'il a continué à mener le combat de cette communauté philosophique, sans laquelle il pensait qu'il n'y avait pas de philosophie, avec des rencontres qui ne sont pas méconnues, mais qui s'appellent les hautes écoles, la haute école française du Tyrol, je crois que c'est son nom. Donc ils ont mené des rencontres pendant 10 ans avec toute une série d'intellectuels connus. Donc c'était présidé, disons, l'animateur principal, c'était André Gide, mais il y avait Mauriac, il y avait Duhamel, il y avait Ricoeur, il y avait Millet, bien sûr, Meyerson, et bien d'autres, et aussi beaucoup d'Allemands, d'Autrichiens et d'Italiens qui étaient pour la plupart anti-nazis ou juifs, qui avaient été persécutés, qui avaient fui les persécutions, et donc il y avait une vision très différente de la guerre que celle qu'on attribuait aux Allemands, évidemment, en France, à la même époque. Donc certains peut-être ont croisé le camp des Lilles, je ne sais pas, donc il a croisé des gens qui ont été emprisonnés aussi dans les camps français en 1939, donc qui se sont retrouvés là, dans ces rencontres-là, mais qui n'étaient pas des rencontres de souvenirs de guerre, qui étaient des rencontres d'intellectuels qui parlaient d'idées. Mais là où il a rencontré beaucoup de gens du monde germanique, notamment, j'ai amené cette revue-là parce que c'était un petit clin d'œil à Aix-en-Provence, donc un linguiste allemand qui a fait ses études à Aix-en-Provence, voilà, qui était connu dans le monde germanique et qui était un spécialiste de la traduction. Donc c'était quelque chose qui, on l'a vu, là, qui préoccupait beaucoup mon père, la traduction. Et donc ils ont fait un numéro bon, sur le roman, mais aussi beaucoup sur les problèmes de la traduction. Et il y a un des participants qui s'appelle Klaus Pack, donc qui était un théoricien de l'art et un grand peintre autrichien, qui est considéré comme le Picasso autrichien, avec qui il a travaillé pendant un certain temps, où il associait
art, littérature et philosophie. Et donc, où ce Klaus Pack s'est exercé à essayer de traduire James Joyce, donc il fait une tentative de traduction, là c'est en allemand. Klaus Pack, il est là avec mon père, j'ai mis une photo pour, voilà, dans ces trucs-là. Et il fait une tentative de traduction de James Joyce que mon père a repris ensuite dans d'autres revues, en réponse aussi dans une discussion qu'il avait avec Michel Butor, qu'il avait connu à la vie intellectuelle avant-guerre. Donc il reprend cette discussion, là j'ai amené le texte de Michel Butor, annoté par mon père, donc c'est couvert d'annotation. Et puis une autre, toujours la traduction du même texte, le même extrait de James Joyce par mon père, avec aussi toujours ce Klaus Pack, là c'est dans une revue française, roman qui est des Alpes-Maritimes, je ne sais plus de quel point, mais où il pose toujours les problèmes de qu'est-ce que ça veut dire traduire, en particulier dans le domaine de l'art. Voilà, donc là aussi, il y a, ça recouvre aussi cette communauté scientifique et artistique a duré de 47 à 58. Alors, elle a été montée, si on peut dire, avec deux personnages. Un qui s'appelle Maurice Bessé, qui était le conservateur du musée d'art moderne à Paris, qui était un peu l'inspirateur du Centre Pompidou, qui était l'exécuteur testamentaire de Le Corbusier, et un autre que vous connaissez mieux, c'est Marcel Magé. Donc il a fait ces rencontres, mais aussi qu'un général qui s'appelle Général Pétoire, parce que c'était la période d'occupation de l'Autriche par l'armée française, donc, où il fallait dénazifier la culture autrichienne. Donc, ils ont été chargés de ça. Mais ce général, qui était général des chasseurs alpins, qu'il connaissait, donc étant lui-même chasseur alpin, était aussi le général qui avait été l'officier de Narvik, qui avait attaqué Narvik, qui était un officier qui voulait attaquer l'Allemagne avant que Hitler ne soit trop puissant, et que mon père a accompagné militairement, si on peut dire, dans son esprit. Et quand il y a eu Narvik, mon père a attaqué avec son corps franc l'Allemagne. C'était une vingtaine à rentrer en Allemagne. Donc ils ont été tués 2 Allemands, puis ensuite ils sont revenus, évidemment, une vingtaine, pas grand chose, mais ils voulaient montrer qu'il était sur cette politique-là. Ils pensaient qu'il fallait s'attaquer à Hitler avant qu'il ait trop de poids. Ça, c'était au tout début des années 40, je crois. Et donc il retrouve ce général Pétoire qui est responsable de la dénazification de l'Autriche, la dénazification culturelle. Et avec Bessé et Magé, donc ils vont faire une dénazification très particulière parce qu'ils la font avec les Allemands. En Allemagne, c'était apparemment très différent, hein, donc c'était un peu grossier, etc. Alors que là, ils le font avec des Autrichiens et des Allemands et des Italiens qui étaient anti-nazis, qui étaient persécutés par les nazis et qui ont donné une tonalité très différente, en tout cas ce qu'on a pu lire à ces rencontres, et qui retrouvait un peu l'esprit de ce qu'il avait connu en camp, avec un encadrement militaire allemand qui était anti-nazi et qui participait à la vie culturelle dans la mesure du possible, qui avait été chassé. Donc, quand les SS sont arrivés, il y a une blague qui racontait, il disait que quand les SS sont venus pour remplacer les dirigeants et ont envoyé les officiers artistes en Russie, souvent, tous les soldats qui gardaient le camp ont eu se sont encore fait porter balle parce qu'ils avaient une luxation à l'épaule, ils ne pouvaient plus lever le camp. Donc il y avait un esprit quand même de résistance commun, donc ils s'entraidaient. Hein, donc ensuite, quand il y a eu les bombardements américains ou britanniques, donc les Allemands prévenaient les prisonniers de ce qui allait se passer, et inversement, quand ils ont monté une radio eux-mêmes, ils prévenaient les soldats allemands, donc ils faisaient un peu tout ça ensemble, et il n'y avait pas l'animosité qu'il pouvait y avoir en France entre les Boches, l'ennemi, tous les Allemands sous des nazis, etc. Donc c'était quand même des rencontres, je crois, qui l'ont beaucoup marqué, qui lui ont beaucoup plu. Il en parlait beaucoup, c'était quelque chose qui l'enchantait. Et qui ont, je pense, marqué aussi pas mal cette période-là. Alors ça s'est fini en 58, je pense à la fin de l'occupation de la zone autrichienne par l'armée française, et qui fait que là, il bascule sur peut-être autre chose. Cette communauté scientifique, enfin philosophique, intellectuelle disparaît, c'est la fin. Et donc là, la nouvelle communauté, c'est ses étudiants.
Donc il va passer... bon, il y a les conférences qui continuent en Europe, je pense toujours un peu dans le même esprit, parce que Médieux avait fait une notice biographique sur lui, il disait qu'il était plus connu à l'étranger qu'en France, parce qu'il était tout le temps en conférence à l'étranger. Donc ensuite, c'est beaucoup les étudiants. Donc là, j'ai ramené quelques cassettes. Alors, il a enregistré des cours, je ne sais pas pourquoi, surtout sur les années 78-80, plus un certain nombre de lectures, de textes. Il lisait les textes littéraires à ses étudiants. Donc il alimentait ses cours philosophiques ou psychologiques souvent de références littéraires et de lecture de textes littéraires. Et là, si ça marche, vous verrez comment il lit un peu comme un homme de théâtre, j'imagine. Je ne sais pas si on lit comme ça encore dans les cours en France, mais c'est assez particulier.